Dans un précédent podcast, j'ai parlé de mon premier axiome méthodologique concernant le primat de la définition. Aujourd'hui, je voudrais parler du deuxième axiome méthodologique, le comparatisme. L'effort d'empathie avec une pensée étrangère ne doit pas exclure une mise à distance. Nous avons besoin d'écart et de détours critiques. Une lecture simplement empathique risquerait de se faire engloutir dans son objet, pour le défendre ou le justifier sans l'éclairer suffisamment. Elle risquerait de tituber entre la fade paraphrase d'un côté et l'apologie de l'autre. C'est le comparatisme qui nous permettra de garder une distance critique, d'autant plus facile à creuser que le discours de Xi Jinping se défend lui-même de tout prosélytisme. Je vous rappelle que le modèle chinois est pléonastiquement chinois, à la chinoise, sans nulle vocation donc à s'exporter, à s'expatrier. Et il invite lui-même plutôt au comparatisme, Xi Jinping citant systématiquement les écrivains ou les personnalités des pays avec lesquels il entre en dialogue. Alors cette manière de comprendre le comparatisme fait que ma méthode est à la politologie classique, aux sciences politiques, aux analyses académiques des universitaires, ce que le discours de Jung, la psychanalyse jungienne, est à la psychologie freudienne. Je m'explique. Dans son dictionnaire Jung, Aimé Aniel, le psychanalyste, commente l'intérêt de Jung pour la méthode freudienne de l'interprétation en soulignant en effet que le psychologue zurichois ne reprend pas, je le cite, ne reprend pas directement à son compte l'idée d'opposition entre contenu manifeste et contenu latent, mais il met l'accent sur l'aspect de compensation entre inconscient et conscient. Fin de citation, c'est à la page 95 du dictionnaire Jung. Donc, de la même manière, la plupart des analystes académiques, universitaires, du discours de Xi Jinping voient une opposition entre le contenu manifeste, le sens manifeste de son discours, et son intention cachée, son sens profond. Et pour ne prendre qu'un exemple, une opposition forte entre la démocratie que ce régime prétend être et la dictature qu'il serait en réalité. Eh bien, pour ma part, je crois que la différence qu'il y a entre le contenu manifeste et le contenu latent de ce discours est plutôt à penser en termes de compensation, c'est-à-dire dans les termes d'une nuance et non pas dans ceux d'une opposition. Et c'est pour penser dans la nuance que je propose le comparatisme comme une méthode d'amplification. Amplification, c'est un terme que je reprends là encore à Jung, car la méthode de l'amplification, nous dit Jung, je le cite, convient toujours lorsque l'on a affaire à une expérience obscure, qui est si vaguement ébauchée qu'elle doit être amplifiée et élargie en étant placée dans un contexte psychologique afin d'être comprise. C'est ce que Jung écrit dans Psychologie et Alchimie, page 373, édition Buchet-Chastel. Alors l'amplification est une technique d'interprétation nécessitée en psychanalyse par l'hypothèse de l'inconscient et les modalités spécifiques des manifestations étrangères au monde conscient. Et de la même manière, elle est nécessitée pour moi, dans le cadre de mon analyse du discours de la politique chinoise, par la diversité et l'étrangeté de ce discours politique chinois. Le concept d'amplification que je reprends à Jung doit se comprendre analogiquement à partir du refus jungien d'une opposition, de l'opposition freudienne, entre le contenu manifeste et le contenu latent. Donc nous saisirons, je me saisirai des références de Xi Jinping aux auteurs occidentaux, Leibniz par exemple, comme autant d'opportunités, de prétextes à mobiliser une méthodologie comparatiste qui facilitera l'exploration de la cohérence de la doctrine chinoise. Xi Jinping nous mettant parfois lui-même sur la piste des auteurs pertinents, utiles à nous faire comprendre quelque chose d'essentiel à sa doctrine. On verra ce que peuvent bien nous dire, par exemple, la référence interne du discours chinois à Tocqueville, dans un débat sur la corruption, l'éloge de Leibniz, dans un discours sur les malentendus culturels, etc. Donc le diagnostic de ce que j'ai appelé des hétérotopies sémantiques, suppose un double mouvement, un effort simultané d'empathie rationnelle et de distanciation critique.
Mais il arrivera parfois que le discours chinois ne donne pas de point de comparaison, de point d'identification, de point d'opposition, et je me proposerai alors mes propres hypothèses, c'est-à-dire mes propres références de substitution, quand Xi Jinping ne nous les suggère pas, ne nous les propose pas, pour essayer de donner prise à la pensée d'un occidental qui veut comprendre la Chine, pour trouver des similitudes ou des contrastes signifiants. Je construirai alors moi-même, stratégiquement, des effets d'hétérotopie. Ce sera par exemple le cas d'un type de discours sur la puissance, notion qu'emploie Xi Jinping, sans faire jamais référence à Spinoza qui sera la mienne. De même pour la démocratie, Xi Jinping ne parle jamais de Spinoza, mais on verra que le recours au concept de démocratie absolue, tel qu'on le trouve dans le traité politique de Spinoza, pourra nous être utile, donc comme une référence de substitution. Je procéderai à cette substitution pour analyser toutes les notions qui sont cardinales, référentes, insistantes dans le discours de Xi Jinping. Ces notions de puissance et de démocratie sont récurrentes, elles sont absolument capitales. La démocratie, par exemple, le concept de démocratie s'affiche en tête de chapitre dans le tome 2 de la gouvernance de la Chine. Mais sur elle, aucune référence philosophique n'est explicitement proposée par Xi Jinping. Donc je considère que c'est mon travail de commentateur que d'essayer de proposer des auteurs susceptibles de faire le pont et de permettre la comparaison afin de rendre ces notions, sinon parfaitement intelligibles, du moins un petit peu plus familières, en les rapprochant de ce que nous pouvons en connaître par des auteurs qui nous sont culturellement plus proches, c'est-à-dire des auteurs de la tradition philosophique occidentale. Donc mes considérations sur Hobbes, sur Baudin concernant l'exercice de la souveraineté, mes considérations sur Machiavel et Montesquieu concernant le pouvoir, mes considérations sur Tocqueville concernant l'égalité des conditions, ou sur Leibniz concernant l'universalisme. Ces références ne devront pas être lues comme des digressions, mais plutôt comme des écarts de pensée nécessités par la méthode comparatiste, servant à mesurer l'originalité de la voie chinoise, à mieux comprendre les raisons de ses refus et les motivations de ses audaces. Voilà, pour moi, il s'agira de construire des points de comparaison ou d'opposition pertinents afin de faire apparaître les raisons possibles d'une autre construction de la politique.